C'est l'heure du journal sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. À présent, les deuils national en Israël hier mercredi. La petite ville de Maïtar a fait ses adieux. Aran Vili, dernier otage retenu à Gaza. Coupe d'Afrique des Nations 2025, le jury de la CAF a dévoilé mercredi échappé de sanctions à l'encontre du Maroc et du Sénégal. Le sélectionneur Pape Thiaw a été suspendu. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal. Nous ouvrons ce temps d'information sur le continent africain. En Somalie, une session conjointe du Parlement a été suspendue mercredi après des échauffourées entre députés. En cause, le président du Parlement avait tenté de faire adopter des amendements à la Constitution provisoire en vigueur depuis 2012. La République démocratique du Congo et l'ONU ont lancé un appel à un financement urgent de 1,4 milliard de dollars. Objectif affiché, répondre aux besoins vitaux de millions de Congolais, notamment dans l'est du pays, où la situation a continué de se dégrader depuis janvier 2025. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations unies ont lancé ce mercredi à Kinshasa le plan de réponse humanitaire pour l'année 2026. Une initiative porteuse d'espoir alors que la crise humanitaire s'aggrave dans l'est du pays. Au Congo, il y a actuellement 5,3 millions de personnes déplacées internes à l'intérieur de leur propre pays à cause surtout des conflits. Et il y a 4,1 millions de personnes qui sont retournées récemment, dont 3 millions en 2025, notamment du fait de la crise M23. Les défis auxquels les humanitaires font face, ils sont très nombreux. Déjà, il y a donc ces défis financiers du fait de la baisse drastique et fulgurante. Tout ça est arrivé en quelques mois, donc des ressources financières disponibles, ce qui fait que beaucoup d'acteurs ne peuvent plus opérer. L'insécurité persistante et la chute brutale des ressources contraignent certaines organisations à suspendre leurs opérations. La RDC est un théâtre opérationnel dangereux pour les humanitaires. Il y a eu en 2025 13 humanitaires qui ont perdu la vie. Il y a eu à peu près 700 incidents sécuritaires qui ont touché des humanitaires. Un autre défi, c'est les violations du droit international humanitaire en RDC. Et des droits de l'homme. Nous avons aussi d'autres ministères. Sur le terrain, la situation sécuritaire complique encore l'accès à l'aide. Le gouvernement congolais affirme faire face à une crise multiple. La RDC est obligée de s'occuper non seulement des personnes déplacées internes, des personnes vulnérables au niveau interne, en tenant compte de tous les trois chocs, les conflits, les aléas climatiques ainsi que les épidémies. Nous devons donc, le gouvernement congolais doit aussi s'occuper de ces filles et fils qui sont des réfugiés aujourd'hui dans d'autres pays parce qu'il n'y a plus de moyens. Nous-mêmes, nous sommes arrivés sur le terrain. Il y a des ONG qui ont plié bagages, qui ont fermé. Face à l'ampleur des besoins, les autorités et l'ONU appellent les bailleurs internationaux à renforcer leur soutien pour éviter une aggravation de la crise humanitaire en RDC. L'actualité au Sahel, c'est aussi ce léger réaménagement au Niger. Annoncé lundi 26 janvier, Ali Mohamed Zahid perd le portefeuille de l'économie et des finances, mais conserve sa fonction de Premier ministre. Les clés du ministère de l'économie et des finances sont désormais confiées à Maman Abdou Rafa. Sanctions déguisées ou simple délestage, s'interroge le quotidien nigérien L'Enquêteur. Ali Mohamed Laminzen cumulait le portefeuille de l'économie et des finances à sa fonction de Premier ministre depuis sa nomination en août 2023 dans la foulée du coup d'État qui a porté le CNSP au pouvoir. Il perd donc le premier. Aucune explication officielle n'a été donnée. Ali Mohamed Laminzen, économiste de formation, a déjà été ministre des Finances sous la présidence de Mamadou Tandja au début des années 2000. Il a ensuite travaillé pour la Banque africaine de développement. Sa politique
politique de redressement du pays a-t-elle été bien acceptée par les militaires au pouvoir? Des rumeurs persistantes le donnaient un temps sur le départ. Ce n'est plus d'actualité selon son entourage. Pour lui succéder aux finances, le choix du pouvoir s'est porté sur Maman Lawali Abdourafa, qui a dirigé la BCEAO au Niger. Ces ministres sont des outils pour les militaires, estime un analyste nigérien, mais sans réel pouvoir de décision. Pour lui, le nouveau ministre arrive dans un contexte économique et financier difficile pour le pays, mais dans un ministère dont il est déjà familier. On s'intéresse à présent à l'actualité internationale. En France, des véhicules gareraient tout seuls. Grâce à une application IA et des robots, les conducteurs des véhicules ont juste à les déposer dans un box avant de partir. Cette technologie se préparerait même à arriver dans les parkings absolus. Ranvili, 24 ans, policier d'élite, avait été tué le 7 octobre 2023 dans l'assaut du Hamas. Il fait partie du dernier des 251 otages détenu à Gaza plus de 843 jours après sa mort. Israël a tourné ce mercredi 28 janvier une page traumatisante de son histoire, lui rendant un vibrant hommage. Peu avant 9h ce matin, à la base militaire de Choura, dans le centre d'Israël, les forces de sécurité accompagnent Ranvili vers sa dernière demeure. Son père et son frère, très émus, récitent le Kaddish, la prière des morts. Le cortège se dirige ensuite vers Meitar, dans le sud du pays, où Ran reposera. Sur le chemin, des milliers de personnes sont venues rendre hommage à Ran. Et autant ont tenu à participer aux funérailles du héros d'Israël. Tout le peuple d'Israël et le monde entier connaissent ton histoire. Je suis si fier d'être ton père. Tu me manques à chaque seconde, à chaque minute. Je t'aime, nous t'aimons, tu nous manques. Merci à tous pour l'honneur que vous lui rendez. Sa maman a aussi tenu à rendre hommage à tous ceux qui ont permis de ramener le corps de Ran. Mon Rani bien-aimé, je te promets que, en grande partie grâce à toi, le peuple d'Israël s'est souvenu que malgré nos désaccords, nous sommes une seule nation, grande et forte. La quantité d'amour est infinie. Tu es sorti pour protéger tout le monde et tous sont dignes de ton sacrifice. 700 soldats t'ont cherché, t'ont trouvé et t'ont ramené. Il n'existe pas d'autre nation comme celle-ci dans le monde. Sa sœur, en larmes, a fait écouter un enregistrement de la voix de Ran, lui disant « Ne t'inquiète pas ma sœur, tout va bien ». Dans la foule, de nombreux politiques sont présents. Parmi eux, le Premier ministre et le président de l'État. Rani, héros d'Israël, repose désormais sur la terre d'Israël. La fermeture de sa tombe scelle la douloureuse réalité de la présence d'otages israéliens à Gaza. En tant que président de l'État d'Israël, je demande pardon de ne pas avoir été là pour lui et que vous ayez dû attendre si longtemps son retour, comme de nombreuses familles. Le 7 octobre, Ranvili, 24 ans, aurait pu rester chez lui car il s'était cassé l'épaule une semaine avant. Mais il ne concevait pas de laisser ses frères d'armes seuls pour défendre le pays. Il a éliminé 14 terroristes et a sauvé de nombreuses vies avant d'être tué. Son corps a ensuite été emmené à Gaza. Il a été rapatrié ce lundi par les forces de Tsahal après 2 jours intensifs de recherche. L'actualité, c'est aussi les deux dirigeants d'Europe du Nord, danois et groenlandais. Ils ont choisi de visiter plusieurs capitales pour recueillir des soutiens face aux appétits américains sur le Groenland. Ils étaient à Paris mercredi pour rencontrer Emmanuel Macron. Après l'Allemagne, les dirigeants danois et groenlandais sont à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Le but de ce tour des capitales européennes, profiter de l'accalmie pour consolider l'unité des 27 sur le Groenland. Face aux convoitises de Donald Trump, l'Union européenne fait front et le réaffirme. Le Danemark et la population du Groenland en particulier peuvent compter sur notre solidarité. Dans le même temps, l'Europe fera davantage, dans son ensemble, pour la protection de l'Arctique. C'est dans l'intérêt transatlantique commun. Au cœur des discussions avec Emmanuel Macron ce mercredi, les enjeux de sécurité dans l'Arctique et le développement économique et social du Groenland que la France et l'UE sont prêtes à accompagner, selon l'Élysée. Après avoir menacé de s'emparer de ce territoire et d'imposer des droits de douane supplémentaires à plusieurs pays européens, Donald Trump a finalement fait machine arrière. À Davos, il a annoncé avoir conclu un accord avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, accord dont les contours restent encore flous. La première ministre danoise se dit soulagée, mais aussi déterminée à ce que cela ne se reproduise plus.
Je dois dire que l'Europe a fait preuve de force et d'unité ces dernières semaines. J'en suis reconnaissante, mais je dois aussi dire que c'est la seule voie à suivre. Nous devons bâtir une Europe bien plus forte. La France doit ouvrir un consulat à Anouk, la capitale du Groenland, le 6 février prochain. Un des signes d'un renforcement supplémentaire de la présence et de la coopération française sur la question groenlandaise. Il s'agit de la première visite d'un dirigeant britannique depuis près de 8 ans. Le Premier ministre Keir Starmer est à Pékin. Il appelait de ce mercredi 28 janvier pour un renforcement des relations entre le Royaume-Uni et la Chine. C'est le premier dirigeant britannique à se rendre en Chine depuis 8 ans. Keir Starmer est à Pékin depuis ce jeudi et a rencontré le président Xi Jinping. L'objectif, améliorer les relations entre le Royaume-Uni et la Chine après des années de tensions, notamment liées à leurs accusations mutuelles d'espionnage et à leur désaccord sur les dossiers hongkongais et ukrainiens. I made a promise 18 months ago when we were elected into government that I would make Britain face outward again because as we all know, events abroad affect everything that happens back in our home countries, from prices on the supermarket shelves to how secure we feel. Our international partnerships help us deliver the security and prosperity the British people deserve. And that is why I've long been clear that the UK and China need a long-term, consistent and comprehensive strategic partnership. Plusieurs accords devraient être signés dans la journée, notamment dans les domaines stratégiques et commerciaux. Nous l'évoquions à la vitrine de cette édition. Le rideau est tombé sur la CAN 2025, mais l'épilogue, lui, se jouait dans les bureaux du Caire en Égypte. La CAF a dévoilé hier mercredi un chapelet de sanctions disciplinaires à l'encontre du Maroc et du Sénégal, pression sur l'arbitrage, incident de tribune, suspension de Pape Thiaw. Personne n'a été épargné. Le jury disciplinaire de la CAF a rendu son verdict mercredi, près de 2 semaines après la finale de la CAN Maroc 2025, opposant le Sénégal au pays hôte. Pape Bouna Thiaw est suspendu pour 5 matchs et devra s'acquitter d'une amende de $100 000 pour comportement antisportif et atteinte à l'image du football. Par ailleurs, Ilman Sheikh, Barom Ndiaye et Ismaël Assar ont chacun écopé de 2 matchs de suspension pour comportement antisportif. Au total, ce sont $715 000 que la Fédération sénégalaise de football devra verser à la CAF. De son côté, le Maroc a également été sanctionné $415 000 d'amende à la Fédération royale marocaine de football pour divers faits, comportement antisportif, comportement inapproprié des joueurs et des ramasseurs de balles. Sur le plan individuel, Achraf Hakimi a écopé d'un match de suspension, tandis qu'Ismaël Saibari a été suspendu pour 3 matchs et condamné à une amende de $100 000. Enfin, le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la Fédération marocaine concernant des violations présumées des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Abordons le chapitre religion de votre journal. Au Kenya, l'affaire Paul Mackenzie a refait surface. Il s'agit de l'autoproclamé pasteur du nom d'une secte mortifère dont environ 450 fidèles ont péri en 2023. Il est à nouveau poursuivi pour 52 morts supplémentaires. Paul Mackenzie avait déjà été inculpé dans un premier dossier, notamment d'homicide involontaire, de radicalisation et de meurtre. Il comparaîtra le 11 février, date à laquelle les 2 dossiers seront joints selon le parquet. Au Kenya, l'affaire de la secte du jeûne mortel connaît un nouveau rebondissement. Le prédicateur autoproclamé Paul Ntenge Mackenzie sera inculpé pour 52 décès supplémentaires, ont annoncé les procureurs. Déjà poursuivi pour la mort de plus de 400 personnes, Mackenzie est au cœur du drame de la forêt de Shakahola.
découvert en 2023 près de la station balnéaire de Malindi. Des centaines de fidèles y avaient péri après avoir été incités à jeûner jusqu'à la mort pour, selon les accusations, rencontrer Jésus. Alors que le pasteur est toujours détenu et jugé à Mombasa, les enquêteurs ont mis au jour de nouveaux corps dans le village isolé de Binzaro, à une trentaine de kilomètres du premier site. Une découverte qui laisse penser que la secte a continué d'opérer malgré son arrestation. Le tribunal a autorisé de nouvelles poursuites pour meurtre et radicalisation contre Mackenzie et ses proches. Selon le parquet, le prédicateur aurait utilisé des enseignements religieux extrêmes pour attirer ses victimes. Des notes retrouvées en prison évoqueraient aussi des transactions financières suspectes. C'est ici que se referme notre édition de ce soir, portée sur une note d'espérance. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Un verset biblique tiré des Écritures saintes du psaume 34, verset 6. À demain, merci de votre fidélité.